Bonjour à vous tous. Cher Nicolas, j'ai failli moi aussi de ne pas venir ce matin parce que malheureusement dans mon pays, qui n'est pas vraiment très loin d'ici, à 5000 km d'ici, il y a le sang qui coule. Depuis 3 jours, un véritable génocide. 1300 personnes, enfants, femmes, hommes, égouillés. Donc ça pèse lourd sur nous parce que regardez, vous n'êtes pas au courant. Le silence du média, le média qui informe les Européens, pratiquement pas un seul mot. Or, s'il y avait un fait divers, de quelque chose de banal, si M. Macron a dit un mot à Mme Brigitte, pendant 10 jours, on ne va pas rater les Européens de ce qu'il a fait Macron. Donc, un massacre qui déroule depuis 3 jours exactement. Il paraît que ce matin, il s'est arrêté, mais il n'y a aucune certitude de ça. Donc, j'ai décidé de venir pour vous informer, parce que je me suis dit, aussi informer les gens, c'est un devoir, et puis vous dire combien les gens là-bas ont une idée de l'Europe, des Européens, et l'idée très haute, parce que pour les Orientaux, un Européen, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un... Voilà. Et c'est le thème de notre rencontre à ce matin, si on était tous amis. En fait, ça fait un peu une moquerie, là. Quand on dit amis, ça veut dire quoi, amis? C'est pas vraiment un sujet très important, l'amitié, pour beaucoup des gens. Or, si Nicolas a choisi un thème différent, géopolitique profonde, guerre nucléaire, là, ça fait plus sérieux. Or, le titre, si on était tous amis, ça ne fait pas très sérieux. Mais pour moi, je dirais la remède à tous les problèmes de la Terre, c'est le sens de l'amitié. C'est absolument le sens de l'amitié. J'ai expérimenté, je vous dis la vérité, c'est pas pour faire la publicité pour mon livre. J'ai expérimenté ce thème, l'amitié, pendant 1300 jours. Pendant 1300 jours, ça veut dire 4 ans, à cheval. Je suis parti de la Syrie vers l'Europe, les États-Unis, le monde arabe. J'avais 27 ans. 1300 jours, j'ai été accueilli dans 1300 maisons différentes. Chaque nuit, j'ai pratiquement jamais dormi à l'hôtel, ça c'est sûr. Rarement à la Belle Étoile. Mais donc, chaque nuit, chaque jour, j'ai trouvé une famille d'accueil avec laquelle j'ai partagé mes convictions. Je n'ai jamais caché ni mes origines, ni mes convictions. À chaque fois j'arrive, je m'appelle Adnan Azam, je suis syrien, politiquement parlant, je suis arabe génétiquement parlant, et je suis ami de tous les gens qui souhaitent être amis avec moi. Et sur ce base-là, on a échangé, on a vraiment développé des thèmes, même des fois on s'est trouvé complètement en désaccord sur les thèmes politiques ou religieux, mais il y avait un sens de l'amitié. Et aujourd'hui, ça manque cruellement, l'amitié. Pourquoi il n'y a pas d'amitié? Parce qu'en fait, tout est basé dans la vie sur l'information, sur la culture. Aujourd'hui, le média dans le monde occidental, jour et nuit, essaye de pocher la tête des gens avec des informations complètement fausses. Le média dans le monde arabe ou musulman fait pire que ça, c'est la même chose. Les extrémistes de deux camps ont exactement le même objectif,
c'est d'effacer les gens, entre parenthèses, gentils comme moi, qui parlent de l'amitié, pour nous remplacer par des caïds, par des gens qui aiment la guerre, par les gens qui aiment le sang, par les gens qui veulent régner. Et ces gens-là n'ont aucune capacité naturelle d'être des guides ou des leaders s'il n'y a pas de guerre. Leur rôle apparaît uniquement quand il y a la guerre. Ces gens-là, ils se sont basés sur, bien sûr, la littérature. Derrière nous, il y a une librairie Maupassant, il y a plein de livres, pour faire la publicité à mon ami Michael. Et donc vous pouvez lire, j'ai recensé dans les bibliothèques, dans la bibliothèque François Mitterrand, à peu près 1800 titres des littératures orientalistes. La littérature orientaliste commençait avec les croisades, avec les croisés, en 1095. Depuis 1095 jusqu'à aujourd'hui, j'ai recensé 1800 livres qui parlent de l'Orient, avec des gens très très connus comme Voltaire, comme Victor Hugo, comme Lamartine, comme Chateaubriand, comme Marx, Dieu de Dieu. Quand je lis qu'est-ce qui est raconté sur les Arabes, ça me fait rire, vraiment. Dans un livre, dans un anglais, ces livres sont enseignés à l'école, un certain grand écrivain encensé par les Anglais, un monsieur Smith, il dit « Nous, on est complètement différents des Arabes. Les Arabes, quand ils voyagent, ils passent leur temps à se plaigner, parce qu'en fait, ils ne voyagent jamais pour le plaisir, ils partent d'un endroit à l'autre juste pour un objectif précis, un objectif surtout matériel. Et quand ils sont fatigués sur la route, ils se reposent à côté de leur cheval ou leur âne ou leur chameau et ils commencent à nettoyer leur nez avec leurs doigts. Ça, c'est enseigné à l'école. Karl Marx, qui des millions et des millions d'Arabes le considèrent comme un dieu, y compris moi, quand j'étais jeune, j'étais communiste, et il dit les Arabes, ils sont incapables de se représenter eux-mêmes, il faut les représenter. Je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil, d'ouvrir vos yeux sur cette littérature orientaliste. Lamartine disait « J'étais fasciné par l'Orient, je suis allé plusieurs fois en Orient, mais finalement, l'Orient, ce n'est qu'un oignon, l'oignon. » Et donc, cette littérature, on le lit, on le ravale ici, sans penser, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Donc, la même chose, les orientaux, on va aller en Occident parce que là-bas, les femmes, ils sont dans la rue, ils nous attendent. Oui? Non, mais attendez, moi, je suis un citoyen du monde, je ne suis pas ni un oriental, ni un occidental, et surtout, pour moi, ça n'existe plus, ce terme-là, parce que, comme je suis venu en France à cheval, donc j'ai voyagé tout doucement, je suis devenu très proche de la nature, de la réalité, des choses qui, réellement, ces termes géopolitiques, ils sont tous fausses et faussés. Si vous êtes à Marseille, vous regardez à l'est, vous voyez ma ville natale, l'attaquer juste en face. C'est-à-dire, on est tous autour d'un lac méditerranéen. Donc, tout ça, si vous voulez, aujourd'hui, mon combat est de changer de fausses informations par de vraies informations. Pour revenir à ce thème de notre journée aujourd'hui, dimanche, pour dire si on était amis, c'est vrai qu'on peut faire des choses. Sans le sens de l'amitié, on ne peut absolument rien faire. Et comment on peut développer ça? C'est en faisant des citoyens. En faisant de thèmes sur la citoyenneté, en se rencontrant, en organisant des rencontres comme aujourd'hui, car l'objectif des leaders politiques, c'est d'éloigner les gens de ces thèmes-là,
de garder les gens toujours mobilisés pour réussir leurs objectifs à eux et garder les gens les uns contre les autres et pas les gens avec les autres. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour vous informer de ce qui se passe en Syrie, pour vous dire combien c'est important qu'on ouvre les yeux, combien c'est important d'organiser une matinée comme ça, de penser à ce qui se passe dans le monde et ne pas rester replié sur nous-mêmes. Maintenant, par rapport à ce qui se passe en Syrie, et là je compte sur vous vraiment, si vous avez n'importe quelle question, même pendant que je parle, de m'interrompre, parce que je n'ai pas un conférencier qui parle pendant 45 minutes et les gens l'écoutent comme ça, sagement. Ça, c'est pas pour moi une conférence. Et je ne suis pas un conférencier, je suis un militant politique. Donc, je suis là pour parler, pour apprendre et pour donner. Donc, si vous avez n'importe quelle question, même maintenant en parlant, vous pouvez me poser. Ça fait 50 ans que je suis la politique. J'ai commencé en 1969. J'avais 2 ans exactement. J'ai commencé à rêver de devenir président de la République en Syrie. Voilà. Et j'ai passé toute ma jeunesse à lire des livres. C'est pour ça que j'ai lu des centaines de livres. Et je me rappelle, j'ai jamais joué de cartes avec mes camarades parce que j'avais peur que quand je serais président de la République, ils disaient « ouais, quand elle était jeune, elle jouait avec les enfants ». Donc c'est pour ça que je suis absolument militant politique. J'ai subi la prison 2 fois dans ma vie. J'ai subi un acte d'assassinat en 2021, le 14 juillet, où un groupe de gens ils ont voulu me kidnapper et m'assassiner dans ma ville natale. Donc c'est pour ça que la politique, elle est dans mon sang. La politique est la base de tout dans notre vie. Il n'y a rien, tout est politique. Manger, c'est politique. Consommer, c'est politique. N'est-ce pas, monsieur Laurent Louis? Il est parti ou il est toujours là? Non, il est parti. Bon, c'est dommage. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qui se passe dans le Proche-Orient, ce cauchemar dans lequel on vit depuis le 7 octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui, je suis là pour vous répondre. Et vous pouvez compter sur moi de donner des réponses très précises, très exactes et partielles. Je ne suis pas là pour encenser un Palestinien et enfoncer un Juif. Je suis là pour vous dire un avis extrêmement juste, un avis technique, pour nous permettre de comprendre ce qui se passe au Proche-Orient. Le Proche-Orient n'est pas une partie isolée du monde. Ce qui se passe dans le Proche-Orient aujourd'hui, c'est absolument la continuité de guerre de croisade en 1095 jusqu'à aujourd'hui. L'Europe et le monde arabe, ils sont extrêmement proches. Entre le Maroc et l'Espagne, il y a 7 minutes de voyage en bateau. Quand j'ai traversé avec mes juments de Algeciras jusqu'à Ceuta, j'ai mis 7 minutes pour traverser cette partie de mer. Entre la Syrie et la Grèce, il y a 3/4 d'heure de bateau. Donc nous sommes très proches, nous sommes très liés par la géographie. Et c'est pour ça notre destin, nous devons le transformer d'un destin conflictuel à un destin de coopération et d'amitié. Et surtout aujourd'hui avec ce qui se passe, avec la politique américaine qui est en train de laisser tomber l'Europe, il faut absolument qu'on pose plus que jamais la question aujourd'hui, qui est le vrai ami de l'Europe, avec qui on peut travailler. Si on étudie la balance commerciale de la Belgique ou de la France, elle est extrêmement gagnante avec le monde arabe. Et il est perdant avec beaucoup d'autres pays. Il est extrêmement gagnant avec l'Afrique. Donc pourquoi d'aller vers des gens avec lesquels on perd de l'argent, on perd de dignité, et on laisse tomber les gens avec lesquels on peut gagner, tout simplement parce qu'on a une fausse culture, parce que ça ne fait pas chic d'être proche des Arabes ou des Africains. Vous voyez? Donc il faut absolument reformer notre culture
il faut reformer notre appréciation et notre position. Donc depuis le croisade, il y avait un problème économique en Europe. Ils ne sont jamais partis pour Jésus, ni pour l'Église. Et le philosophe Chateaubriand, ça je le répète à chaque fois que je prends la parole, Chateaubriand, il a dit, c'est complètement naïf de croire qu'on a été à Jérusalem pour sauver l'église de la Nativité de main de musulmans. On était à Jérusalem pour contrôler Damas et Jérusalem, car celui que contrôle Damas et Jérusalem contrôle le monde et devient le maître du monde. Et nous sommes, c'est-à-dire lui et l'Occident, nous sommes le maître du monde. Donc vous voyez, depuis le croisade jusqu'à aujourd'hui, les croisés sont restés 250 là-bas. Et après, ça a recommencé avec la guerre coloniale en Algérie. Après, c'était 1920, le général Gouraud qui est parti à la tête d'une grande armée pour occuper la Syrie. Donc, si vous voulez, tout ça, ça suit. Mais tous ces problèmes, ils ont pris un sens en 1917. En 1917, retenez cette date, c'est une date cruciale dans l'histoire de chaque pays dans le Proche-Orient et dans chaque pays arabe et européen. En 1917, c'est le premier ministre britannique, Balfour, qui a fait une promesse au peuple juif pour donner Palestine aux Juifs. En sachant, si vous regardez sur Google, et j'espère que vous allez le faire, Balfour, c'était le premier ministre qui détestait le plus les Juifs. Donc il n'a pas fait sa promesse par amour pour les Juifs, mais dans sa tête, dans la tête des Anglais, ils avaient besoin absolument des commerciaux, des soldats, qui se placent en Palestine, c'est-à-dire au milieu du monde arabe, pour couper le monde arabe en deux, pour éviter que les pays arabes se retrouvent ensemble, et pour garantir l'armée britannique qui est basée là-bas, sur la route de l'Inde. L'Inde était une colonie anglaise, on l'appelait le diamant de l'Empire. Et pour se débarrasser des Juifs de l'Europe et les envoyer en Palestine. Donc ça, c'était dans la tête de M. Balfour. Et les Anglais, comme ils sont très forts, comme ils sont des véritables guerriers quand ils veulent, et l'histoire est remplie de leurs batailles, qu'elles soient politiques ou militaires, ils ont tout fait pour arriver à 1948. Pendant 1917-1948, ils ont envoyé à peu près 50 000 colons avec des dollars pleins de poches en Palestine pour acheter des terres et installer leur colonie en Palestine. Ce qui est devenu après les kibbutz. Et donc, en 1948, un général anglais qui était à la tête de l'armée britannique en Palestine a déclaré la guerre et annoncé l'installation de l'État israélien sur la moitié de la Palestine. Quelques années plus tard, en 1967, une troisième guerre, et Israël prend une partie de la Palestine, une partie de la Syrie, une partie du Liban, une partie de l'Égypte, une partie de la Jordanie. Donc carrément, un bébé qui est né il y a quelques années, il devient un empire. Vous voyez? Et tout ça, ça n'a jamais été caché. Dans la tête de Ben Gurion et de Balfour, l'État d'Israël, il est basé sur des écrits de Torah. Donc, il paraît qu'Abraham a promis à ses enfants de devenir le maître du monde et le peuple élu, et donc il devrait avoir un État qui s'étale de Nil jusqu'à l'Euphrate. Toutes ces informations, vous le connaissez. Si je l'ai dit aujourd'hui, c'est pour le remettre, pour une fois de plus qu'on pense qu'il n'y a rien. Je veux dire, la guerre aujourd'hui, ce n'est pas du tout un hasard.
c'est programmé, c'est financé, c'est décidé et on fait tout pour le gagner. En 1973, en quatrième guerre, pour la première fois, l'armée syrienne et l'armée égyptienne, ils ont gagné la guerre pendant 48 heures. Mais Henry Kissinger prend l'avion, débarque au Caire, et il menace le président Sadat, si la guerre ne s'arrête pas dans le minute qui suit, une bombe atomique va s'abattre. Et ces informations, vous pouvez vérifier. Si ce n'est pas vrai, vous pouvez prendre contact avec moi, vous dites vous nous avez raconté de Sadat. Parce que c'est la vérité. Kissinger a menacé d'une bombe nucléaire sur Damas et le Caire, et c'est pour ça qu'ils ont arrêté la guerre. Et en 2000, donc quelques années encore plus tard, vous savez, chaque 10 ans, en fait, c'est un rythme, tous les 10 ans, ils passent à une étape supplémentaire. Ils ont commencé à vouloir prendre le sud de Liban, et puis là, la résistance libanaise est née. Et c'est là où les résistances palestiniennes commencent à naître. Il y a l'OLP, il y a les Fidaïn, tout ça. Mais jour après jour, Israël intensifiait sa mainmise, sa main de fer sur les Palestiniens. Des centaines d'assassinats, même au cœur de Paris, 2 ambassadeurs de l'État, enfin de l'autorité de la Palestine, ils ont été assassinés au cœur de Paris, un poste à vraiment dans leur ambassade. Et puis, on arrive le 6 octobre 2023. Le 6 octobre 2023, il y a 14 000 Palestiniens en prison en Israël. 14 000. Donc, certains ont passé 15, 20, 25, 30 ans de prison. J'avais mon propre cousin, du côté de ma mère, qui est palestinien. Vous savez, entre mon village et le premier village palestinien, il y a à peu près 15 km. Et donc, les familles se marient à travers la frontière. Et donc, il n'y avait pas vraiment, il ne faut pas imaginer qu'il y a des milliers de kilomètres. Tout le Proche-Orient, il ne fait même pas, si je pars vraiment de Damas à Jérusalem, ça fait 135, 140 km. Donc, c'est tous ces villes, Beyrouth, Damas, Jérusalem, Amman, tout ça, c'est un quartier en fait. Par rapport aux États-Unis, c'est un petit peu entre le début de Los Angeles et la fin de Los Angeles. Comme j'ai traversé toute la ville de Los Angeles à cheval, j'ai passé 2 jours pour traverser la ville de Los Angeles. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est très, très simple à savoir. Donc, le 6 octobre 2023, 14 000 Palestiniens en prison. Netanyahou se proclame Dieu de Dieu. Il n'y a personne qui parle de la Palestine en Europe, ni partout dans le monde. Netanyahou et les fauchetons de leaders du monde arabe du pétrole, ils ont déjà conclu un accord de nouvelles religions hébraïques. Il n'y a absolument plus personne qui parle de la Palestine. Et les États arabes, ils sont complètement endormis parce qu'on a commencé ce qu'on appelle le printemps arabe. Ce fameux printemps arabe inventé par M. Obama, par Hillary Clinton, par Zbigniew Brzezinski, par Charles Perle, tous ces idéologues de l'impérialisme américain, pour, comme je le dis, chaque 10 années, il faut absolument continuer à enfoncer, à frapper. Et ce printemps arabe n'est pas né aujourd'hui, il est déjà pratiqué par l'Alliance Atlantique contre l'Alliance de Varsovie. Est-ce que vous vous rappelez de l'Alliance, le pacte de Varsovie? Non. Ben, à l'époque de la guerre froide, il y avait 2 blocs dans le monde. Comme je suis vieux, je me rappelle de ça. Moi, j'ai vécu ça toute ma jeunesse. J'entendais dans l'information le bloc de l'Alliance Atlantique, l'OTAN,
Et de l'autre côté, il y a le pacte de Varsovie avec l'Union soviétique en tête. Il y avait l'Union soviétique, enfin il y avait la Russie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie. Tous ces pays-là, ils faisaient partie du bloc de Varsovie. Et l'Alliance Atlantique, ils ont inventé pour contrecarrer la Russie, enfin l'Union soviétique, ce qu'on appelle la guerre de la méthode Gladien. C'est-à-dire, on ne fait plus la guerre front contre un front, armée contre armée, pour occuper, par exemple, la Belgique. Il faut absolument que je trouve des Belges collabos à qui je donne de l'argent, que commence à faire de troubles à Bruxelles ou à Liège. Et puis le média commence à dire oh là là, il y a à Bruxelles, il y a des terroristes, il faut décréter l'embargo contre la Belgique. Et pendant des mois et des mois et des mois, les Belges ils sont terroristes, les Belges ils sont pas gentils, etc. L'embargo fonctionne, il y a plus de commerce, il y a plus de communication, de relations économiques, culturelles. Ça, c'est que je suis en train de vous expliquer, je l'ai vécu à 100% jour par jour pendant 15 ans en Syrie. Et je l'ai vécu avant avec l'Irak de Saddam Hussein, si vous vous rappelez. Donc pendant des mois et des mois et des années, l'embargo et la propagande médiatique intensifiée jusqu'à un moment, un pays devient complètement un pays foutu, quoi, complètement foutu, par terre. Qu'est-ce qu'il fait un pays pour continuer à vivre dans cet état-là? Il favorise les bandes de commerce de contrebande, le drogue, comme c'est passé en Syrie, comme c'est passé en Irak. Et puis là, on arrive à un moment où les gens appellent à une intervention internationale. Et là, l'Amérique, elle est toujours prête pour intervenir, pour sauver le monde. Donc cette guerre qui est inventée dans la tête des Américains pour contrecarrer la Russie, l'Union soviétique, c'était pratiqué à 100% en Irak et en Syrie, en Égypte, en Tunisie. C'est ce qu'on appelle le printemps arabe. Et tout ça, c'est pour refaire le Proche-Orient, le terme exactement, Al-Sharq al-Awsat al-Jadid, c'est-à-dire le nouveau Proche-Orient. Le nouveau Proche-Orient, c'est quoi? Il faut que l'État d'Israël devienne vraiment maître du monde. Il faut que la Syrie devienne 4 États. Un État de Kurdes dans le nord de la Syrie, un État alawite sur la côte méditerranéenne, un État druze chez moi dans le sud de la Syrie, et un État sunnite autour de Damas. C'est-à-dire la Syrie devient 4 États. Aujourd'hui, à la seconde où je vous parle, c'est exactement la vérité. Et c'est la réalité. C'est absolument, aujourd'hui, chez moi, il y a la moitié au moins des gens, des habitants de chez moi, de Druze, ils proclament tous les jours un État indépendant. Dans leur tête stupide, ils veulent vivre dans un État où il fait à peine, je veux dire, une demi-heure de route et de voiture de nord jusqu'au sud. Les gens de côte en Latakia et Tartous, au bord de la mer, ils veulent aussi un État alawite. Les Kurdes, ils veulent imaginer dans cette petite Syrie qui est déjà 185 000 km², elle devient 4 États. Un État comme ça, il n'a aucun moyen de vivre. Alors, il y a une semaine, Netanyahou, il fait une conférence de presse, il déclare devant le monde entier qu'il va donner $1 milliard pour l'État druze de sud à côté d'Israël. Alors, ce qui fait que les autres Syriens, ils commencent à dire « Ah, vous voyez, les Druzes sont des traîtres. Ils veulent aller avec Israël. » Oui, la perversion totale des gens. Et les citoyens, d'une manière générale, 80% des gens, ils ne comprennent pas ces manœuvres politiques. Ils disent « Ah bon, mais c'est vrai, on va manger,
Je vous le jure, ma parole d'honneur, moi, en 2020, j'étais par une élection réelle, j'étais élu et je suis devenu vice-gouverneur de ma région, Souaïda, une région de 400 000 habitants. Mon salaire officiel, c'était 38 € par mois. Donc, comment vous pouvez imaginer, si je ne vole pas l'argent de l'État, comment je vais vivre avec 38 € par mois? J'avais la chance d'avoir des amis à Paris qui m'envoyaient, ou mon fils et ma fille, 100 € par mois, parce qu'il faut minimum 150 € par mois pour vivre. Sinon, je serais absolument obligé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai subi un acte d'assassinat, parce que je commençais à critiquer haut et fort la corruption dans l'État syrien. Donc, pour se débarrasser de moi, ils ont commencé par me parler. Tu dis, comme je suis, je n'ai pas arrêté, j'ai continué, et je me suis trouvé dans un bain de sang. La dernière fois, j'ai montré mon image dans le sang, mais là, aujourd'hui, je vous épargne de ça. Ce n'est pas la peine. Donc, si vous voulez, on crée des États totalement par terre, incapables de penser, incapables de réfléchir. Il y a à peu près 25 jours, Israël a lancé 360 raids aériens contre la Syrie dans l'espace de 48 heures. Tout ce qui appartient à l'État syrien d'installation militaire, ils étaient complètement détruits par terre. Ça, vous pouvez taper sur Google, là maintenant en parlant avec vous, Israël bombarde la Syrie, vous allez voir, 360 raids aériens contre l'installation militaire. Donc, conclusion de tout ça, aujourd'hui, l'Europe prépare une guerre nucléaire avec le général Macron contre la Russie, donc il s'en fiche complètement de la Syrie, vous voyez. Et Trump, il dit exactement les mêmes mots que George Bush, il a dit textuellement, moi je me rappelle de lui en train de parler à la télévision, God asked me to go to Iraq. Dieu m'a demandé d'aller en Irak. Et Trump, il dit, Dieu, il m'a sauvé de 2 ou 3 attentats pour que je rends l'Amérique la nation la plus grande, la plus importante de la Terre, et pour aller dans l'espace, pour planter le drapeau américain dans l'espace. Je pense que certains parmi vous l'ont entendu dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre niveau, petits gens sympathiques, gentils, désarmés, on arrive à peine à trouver une salle pour faire une conférence, vous voyez. Donc, qu'est-ce que nous, à notre niveau, très sincèrement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, en fait, c'est pour ça que je suis venu ce matin, parce que moi, personnellement, je n'ai pas de problème existentiel dans la vie, c'est-à-dire, je mange peu, je me contente de pain et de l'huile d'olive, ça me suffit largement, donc je n'ai pas d'ambition d'avoir une voiture ou une maison. Ce que je suis en train de vous dire, c'est extrêmement sincère et vrai dans ma vie de quotidien de tous les jours. Je rêve de former avec vous un véritable marche collective citoyen en Europe, de changer ces politiques corrompues et de pouvoir décider enfin. Vous voyez? Donc, on ne peut pas continuer à jouer, à laisser notre destin entre les mains des gens totalement irresponsables. Monsieur Macron, ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Je veux dire, il n'a pas vraiment marqué l'histoire par ses 2 mandats. Maintenant, pour sauver la fin de sa vie politique, il va déclarer la guerre à Poutine. Donc, vous voyez, donc, je veux dire, très sincèrement, c'est... Donc, voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui. Et je suis venu aussi pour, si vous êtes d'accord, j'ai envie d'enregistrer 1 minute seulement en langue arabe, l'envoyer au peuple syrien, en vous voyant avec moi, et vous répétez avec moi juste un mot, Salam, Syrie, la paix pour la Syrie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vraiment? Oui.
Parfait. Donc, je vais faire ça. Et après, si vous souhaitez, je suis là pour répondre à vos questions. En fait, il y a mille et une informations dans mon esprit et dans ma tête. Vous êtes capable de sortir le mieux de moi pour le partager avec vous. Voilà, je vous remercie. Dominique, est-ce que Dominique est là? Est-ce que tu veux bien enregistrer ce petit mot que je vais envoyer au peuple? En fait, c'est un condoléance. Parce que je suis très connu en Syrie. J'étais pendant 14 ans presque tous les jours à la télévision pour défendre le peuple syrien contre les bandes armées qui sont venues de Tchétchénie, de l'Igor, de la Chine, de partout, du monde entier. Tout ce que les États-Unis a pu recruter des mercenaires du monde entier pour venir déclarer la guerre au peuple syrien. Et donc j'ai pris des risques énormes. Et aujourd'hui, je ne peux pas laisser ce massacre sans au moins présenter ma condoléance aux familles de victimes. Vous voyez? Donc, je vais me mettre comme ça. Tu viens ici, s'il te plaît. Ce n'est pas de cinéma qu'on est en train de faire, c'est un devoir. Est-ce que vous le comprenez comme ça? Oui. إلى الأهل في سوريا أتقدم بأحر التعازي بكل الشهداء الذين سقطوا بنار الغدر والوحشية، وأقول بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. كلنا سوريون، كلنا أخوة. علينا التوقف عن استعمال لغة القتل بين الشعب، أبناء الشعب السوري. من هنا من بلجيكا مع كل الأصدقاء البلجيكيين والأوروبيين الذين حضروا من كل أوروبا لحضور هذا اللقاء هذا الصباح، نقول السلام لسوريا. La paix pour la Syrie. La paix pour la Syrie. Merci beaucoup à vous, vraiment. Ça va être posté sur ma page Facebook et ça va faire beaucoup de bien. Ce matin, en venant en voiture avec Dominique, je lui ai montré combien des centaines de messages où les gens me demandent, s'il te plaît, dis aux Européens, dis aux Belges d'aller devant le Parlement belge pour manifester, pour être sûr que les gens savent que nous sommes en train de mourir ici. Donc si Nicolas il est d'accord, et il faut vraiment qu'on organise quelque chose devant le Parlement européen, même si on est 10, 15, 20, 30, 100, juste pour montrer au monde entier que les gens ici, ils sont sensibles à ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Monsieur, voilà, on va commencer par ici, le premier. Bonjour. Marcel. Oui, bonjour. Je voudrais comprendre en fait pourquoi c'est si déterminant pour l'État d'Israël de diviser à ce point la Syrie. Vous comprenez? Enfin, je veux dire d'Israël, mais bon, au travers d'Israël aussi les États-Unis, puisque c'est à peu près la même entité. Si vous voulez, chaque acte dans la vie, qu'il soit un acte de personne, ce matin, vous êtes venu ici. Pourquoi? Parce que dans votre esprit, il y a une culture qui vous pousse à bouger. Votre culture, c'est la curiosité, c'est l'engagement, c'est la recherche de la vérité, n'est-ce pas? Un État, c'est la même chose. Dans la tête des anglo-saxons, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
dans la tête des anglo-saxons, ils sont le maître du monde. Et doivent le rester. Si les anglo-saxons veulent rester dans le maître du monde, il faut qu'ils mettent leurs mains sur la richesse du monde. Depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi la richesse du monde? C'est le pétrole, le gaz. Sans pétrole et sans gaz, on ne peut pas bouger. Le pétrole et le gaz se trouvent en terre arabe, malheureusement. C'est un bien qui fait de mal. Donc, il faut absolument le prendre. Mais ils ne peuvent pas le prendre comme ça, il faut qu'on trouve une base intellectuelle, une base historique. Ils ont trouvé le Torah. Dans le Torah, ils disent qu'ils étaient là, ils étaient maîtres du monde, etc., etc., etc. Or, dans les recherches archéologiques, on n'a pas trouvé aujourd'hui un seul fait réel qui prouve que cette partie du monde arabe, que les Juifs, parce qu'ils sont arabes après tout, ils étaient vraiment le maître de cette région. Et je le répète tout le temps, allez voir dans le musée du Louvre, le musée le plus important du monde, vous trouverez la civilisation sumérienne, vous trouvez les Akkadiens, les Araméens, les Phéniciens, qui ont contrôlé cette partie du monde depuis 7000 ans jusqu'à 1350, la chute des Arabes en Espagne, mais on ne trouve pas de traces archéologiques pour le peuple élu de Dieu. Ce n'est que dans un livre. Et un livre n'est pas considéré comme un témoin tangible. Vous voyez? Donc, le besoin des anglo-saxons, elle est déterminante dans ce qui se passe là-bas. Et moi, quand j'étais aux États-Unis, j'étais effrayé par les protestants qui croient dur comme fer que Jésus va revenir, mais il revient uniquement quand l'État d'Israël devient grand, énorme, de l'Euphrate jusqu'à l'Uni. Et je vous le jure, vous allez le lire dans mon livre, je l'ai écrit souvent, j'ai passé 14 mois pour traverser les États-Unis. Presque tous les jours, les Américains disaient Jesus came yesterday and told us that you are coming to visit us. Jésus est venu hier et il nous a avertis de notre visite. Je veux dire, moi, avant d'aller aux États-Unis, je pensais que les Américains, c'est un peuple très intelligent, très ouvert. Mais trouver un Américain, je veux dire, à ce point simple, simpliste, ça m'a bouleversé. Et tous les jours, la plupart des Américains mettent de l'argent de côté pour renvoyer à Israël, parce que pour eux, en fait, Israël, c'est l'État, le 52e État américain. Ce n'est pas un État indépendant pour eux, ils le considèrent comme la continuité des États-Unis. Alors, pour que cet État devienne réellement fort, autour d'elle, il faut qu'il y ait des États faibles. C'est comme une grande arbre, on coupe les petits arbres à côté pour ne pas les gêner. Et c'est pour ça, aujourd'hui, ils sont en train de faire la dernière phase de leur rêve. Le Liban devrait être à 3 Libans, un Liban pour les chrétiens, un Liban pour les chiites, un Liban pour les druzes. La Syrie, c'est 4. La Jordanie, il n'y a plus de Jordanie du tout. Il faut que les Palestiniens de Gaza arrivent en Cisjordanie. Et à Gaza, M. Trump va construire quelques casinos et quelques discothèques. Imaginez qu'on dit aux Français que Trump va acheter Verdun. Vous connaissez tous Verdun, le symbole de Verdun, pour construire sur Verdun des discothèques sur le corps des Français. Donc voilà l'importance de morceler tout ce qu'il y a autour d'Israël. Regardez l'Irak, par exemple.
L'Irak, en 1990, c'était le pays le plus riche de Proche-Orient. Il n'y avait pratiquement plus un seul Irakien qui ne sait pas lire et écrire. Les routes, les hôpitaux, absolument partout. Chirac, il était fier de dire « Je suis un ami avec Saddam Hussein ». Il lui a même vendu une centrale nucléaire avec des milliards de dollars. Mais les traîtres français, qui travaillent à l'intérieur de l'industrie nucléaire, ils ont pris une photocopie de tous les documents et l'ont envoyé à Israël. Et ils ont même dit à Israël où ils l'ont installé en Irak. Ce qui fait qu'Israël a envoyé des bombardiers, ils ont tout détruit. Vous voyez? Et donc, quand les États-Unis, ils ont vu que l'Irak devient un État important, donc ça devient dangereux pour Israël. Donc, ils ont décidé de le casser. Et ce fameux projet de Grand Proche-Orient a commencé en fait en 91, 1960, avec l'Irak. Et après, il est venu en Tunisie, en Libye, en Égypte et en Syrie. Voilà. Monsieur? Oui, je voulais juste demander quelques précisions sur le massacre dont tu as parlé au début de ton intervention, les 3000 personnes. Est-ce que tu peux nous dire où, quand et ce qui s'est passé? Merci. Alors, d'après ce que j'ai appris par mes amis par téléphone, ça a commencé mercredi soir. Alors, mercredi soir, il y a quelqu'un qui a perdu sa famille avec le nouveau régime en Syrie, attaqué un convoi de l'armée actuelle en Syrie. Et donc, au lieu d'aller le chercher, le prendre, l'introduire devant la justice, l'armée a décidé de se venger de tous les gens de ce village. Et puis, après, il y a d'autres personnes dans les villages à côté, parce que, vous savez, les villages là-bas, c'est un petit peu comme la région de sud de la France. Un village à côté de l'autre, c'est vraiment, il y a 2 km ou 5 km maximum entre chaque village, et c'est une région très montagneuse, donc les gens, ils savent par le téléphone arabe très vite, dans le village à côté, il y a des massacres, ils commencent à venir en aide. Et dans l'espace de 5-6 heures, toute l'armée de nouveau pouvoir en Syrie qui se trouvait à Alep a fait 250 km pour venir dans cette région de l'attaquer. Et ils ont commencé, moi je le vis avec mes propres yeux, c'est-à-dire, c'est pas un travail de Photoshop, c'est un véritable reportage. J'ai vu qu'ils ont carrément aiguillé un homme avec un couteau. Et en fait, eux, ils disent que pendant 50 ans, le régime de Assad a massacré des sunnites, donc nous, on vient maintenant pour se venger. Et moi, j'ai fait une intervention sur la télévision arabe avant-hier. J'ai dit, mais vous êtes des révolutionnaires, vous êtes venus pour corriger. Alors, quand on vient pour corriger, on ne fait pas comme admettant, soi-disant que l'autre, elle était affreux. Si moi, je fais l'affreux comme lui, alors il faut maintenant une autre personne qui vient pour corriger. Et en fait, c'est un cycle de violence. Depuis des centaines d'années, à chaque fois, l'intelligence artificielle de CIA, des services de renseignement américains, elle le remet sur un cheval. C'est exactement ces gladios qu'on a inventés donc, pendant la guerre froide, on le remet. Et je peux vous dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais vice-gouverneur, donc j'étais très proche des gens. Souvent, il y a des personnes, je veux dire, on peut leur changer d'avis avec un mot.
il n'y a pas une discussion, il n'y a pas vraiment une recherche de la vérité. Il suffit qu'il y ait un islamiste et il fait une vidéo. Allah Akbar, les Alaouites sont des mécréants, le Druze sont des mécréants, il faut foncer pour les corriger. Et bien, il trouve facilement des centaines de personnes qui le suivent, comme dans la guerre de 100 ans en Europe. C'est pas Allah Akbar, c'était Jésus est grand, il faut tuer les protestants. Et c'est pour ça qu'il y avait la guerre entre les protestants et les catholiques qui a duré 104 ans. Donc malheureusement, comme si l'être humain, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, n'a pas avancé un iota. Pardon? Je dis c'est vrai. Absolument. Je veux dire, c'est complètement dingue cette histoire. Moi, quand je vois quelqu'un dire, normalement quand je dis Allah Akbar, moi en tant que soufi, j'ai dit Allah Akbar pour avoir la sérénité, pour être bien, pour pouvoir aider. Mais si je dis Allah Akbar pour que je coupe la tête de quelqu'un en face de moi, il n'y a pas de sens, je veux dire. Comme si je suppose qu'Allah il est criminel, il va m'aider à faire des crimes. Vous voyez, donc, voilà. Oui, monsieur. Ah, pardon, madame. Bonjour. Comment est-ce que vous expliquez que les rebelles syriens ont pris le pouvoir en quelques jours à peine, que l'armée syrienne s'est effondrée d'une pièce, et surtout que les Russes n'ont pas levé le petit doigt? Et ils ont levé le grand doigt. Je vous explique. En 2011, quand la guerre a commencé, les États-Unis avec les pays de Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout ça, ils ont préparé cette guerre pour faire tomber Bachar al-Assad. Pourquoi? Là, je veux revenir à la carte. Regardez la Syrie. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux... Bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez l'Irak, il est où l'Irak? Juste un peu plus loin, là-bas, il y a le pays de Qatar. Alors, si on peut trouver le Qatar ici, ce sera bien. Donc, le prince de Qatar est venu voir Bachar al-Assad et lui dit, écoute, je te propose un énorme projet, je vais faire passer le gaz de Qatar par la Syrie pour aller sur la mer et le vendre aux Européens. Bachar al-Assad lui dit, écoute, je suis vraiment désolé, je suis engagé déjà avec les Russes et les Iraniens. C'est véritablement ça. Hein. Ils discutent, écoute, je te donne plus, je te donne tout ce que tu veux, des tonnes d'argent. Assad dit non, je suis engagé avec les Russes. Et c'est là où les Américains et les Israéliens, ils ont dit donc il faut faire tomber Bachar al-Assad. Alors, le plan qui était exécuté, ils ont dit la meilleure chose qu'on puisse lutter contre Bachar al-Assad, c'est utiliser la religion. La Syrie, 80% des Syriens sont des musulmans sunnites. 7% alaouites. Nous sommes tout petit, 3% druzes et 5 ou 6% chrétiens. Et 0,00 ismaélites. En fait, il y a 18 exactement minorités en Syrie. Ils ont dit qu'il faut utiliser l'aspect religieux. Ils ont pris quelques leaders sunnites au pouvoir avec Bachar al-Assad. Au téléphone, rendez-vous à l'hôtel Sheraton, on prend un café, et l'ont proposé de l'argent. Ils ont acheté des leaders avec de l'argent, en disant, à l'heure zéro, on commence l'attaque. Ils ont commencé à affronter l'armée et la police
la police a riposté, il y avait 2 morts, et là, le média occidental, il n'y a plus rien que compte sur terre en dehors de la démocratie en Syrie. La démocratie pour le peuple syrien devient une priorité de Laurent Fabius, de François Hollande, de tous les leaders européens. Le peuple syrien est devenu vraiment l'amour des Européens. On adore les Syriens. Et il faut leur donner la liberté, la démocratie. Quitte qu'on le tue tous, mais on leur donne la liberté. Oui, oui, absolument. Donc, dans l'espace de quelques mois, 3 millions de Syriens, ils ont quitté la Syrie, des musulmans sunnites, qui faisaient partie de parti basse, qui faisaient partie de soutien accru à Bachar al-Assad, qui applaudissaient Bachar al-Assad jour et nuit. Mais ils sont partis au Liban, en Jordanie et en Europe. Et les Européens disent « Ah, il y a des immigrés syriens », sans dire qui les a fait venir ici. On ne dit pas que c'est Israël et les États-Unis qui fait venir l'immigration en Europe. On dit juste qu'il y a des migrations qui viennent en Europe. Et donc, là, cette guerre a commencé pendant 14 ans. J'ai vécu cette guerre minute par minute, parce qu'en 2011, j'ai quitté Paris, dans lequel j'ai vécu 25 ans, et je suis allé en Syrie. Je peux vous dire que j'ai décrit cette vie horrible qu'on a passée pendant 14 ans. Embargo total. On passait des fois 2 ou 3 nuits pour avoir 2-3 litres d'essence de mettre dans notre voiture. On passait une journée entière pour avoir une baguette de pain. Donc, la vie extrêmement dure. Je me souviens combien de fois la nuit j'ai marché dans ma ville où il n'y a pas d'électricité, où la ville ressemble à un enfer, la nuit sans électricité. Hanan, ici, ouais. tu l'as. Ouais. Tu es passionnant. On t'écouterait pendant des heures, mais j'ai des orateurs après. Alors, on va prendre une dernière question. Je demande de répondre. Je vais juste lui répondre, très important, pour la Russie, parce que le petit doigt de la Russie, c'est très important. Mais fais vite, s'il te plaît. D'accord. Donc, si vous voulez, la Syrie a résisté. Mais le président syrien a commencé à faire un peu de n'importe quoi à partir de 2017-2018, quand on a gagné la guerre réellement. C'est là, au lieu de dire on a gagné la guerre, il faut construire le pays, il faut vraiment refaire les choses bien, là, avec son épouse, ils ont commencé à faire de l'argent. Et bien sûr, l'ennemi, il regarde. Il y a des tops à l'intérieur, il y a des agents. Et donc, Assad, il continue à se comporter comme si quelqu'un ait gagné la guerre. Il refuse totalement de tendre la main aux groupes terroristes, aux résistants, comme on veut l'appeler, aux oppositions, jusqu'au moment où la Russie commence à discuter avec Trump. Et Trump, il dit à Poutine, écoute, je te donne la Libye, je te donne tout ce que tu veux en Ukraine, te laisse tomber Assad. Ce que je suis en train de dire, je suis responsable. Donc, on a un metteur en scène qui s'appelle Trump et Poutine, et on a des slogans de chasse qui s'appellent Erdogan et Netanyahu. Erdogan a le plus d'intérêt parce qu'il veut interdire un État kurde dans le nord de la Syrie. Et Netanyahu, elle va absolument couper la Syrie en plusieurs morceaux. Et donc, il n'y avait pas de guerre, et c'était pas en quelques jours, c'était en quelques heures. On a pris Assad dans un avion, on l'a amené à Moscou, et on a pris les chefs, les 4 ou 5 chefs de l'armée syrienne, avec lesquels on a discuté et bu un café dans les grands hôtels. Et ils ont touché leur... Absolument. Et la guerre est finie. Avec un engagement de la Turquie qui protège les populations civiles
alaouite druze, mais la Turquie n'a pas pu tenir son engagement. D'où il y a cet assassinat de 1700 personnes il y a 3 jours, jusqu'à hier soir. Voilà. Une dernière question ici. Bon, ma question, comme tu as dit précédemment, on utilise la religion en Syrie, en Palestine pour le moment, et on brandit le drapeau, il faut lutter pour la démocratie. Mais on sait bien que la démocratie est utilisée, comme au Moyen-Âge, on utilisait le christianisme. Mais je pense, je ne veux pas être négatif, mais ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, et même dans le Moyen-Orient en général, il y a une vraie guerre de ressources. Et que le Al-Shara qui a été passé est un gars qui a été placé comme Saddam Hussein, comme Mobutu et comme Kadhafi. Ça n'est qu'une bombe à retardement. Donc la guerre est en pause pour le moment, même s'il y a des massacres, mais on risque de voir un scénario bien pire dans le futur. Parce qu'on a bien parlé, ce que Trump a dit par rapport à Gaza, pour moi c'est des pipeaux. C'est pour faire ressortir. Ça m'étonnerait qu'il soit aussi stupide que ça. C'est pas possible. Pas parce que je suis pour Trump, rien à voir avec ça, mais on sait très bien qu'au large de Gaza, vers 1990, 2000, 2001, on a trouvé une grosse réserve de gaz. Et aujourd'hui, ça attise toutes les convoitises de plusieurs pays. Donc pour le moment, ce que je vois dans le Moyen-Orient, c'est plus un jeu d'échecs. On est en train de placer des pions. On croit que tout allait aller en allant vers le mieux, on voit que tout a l'air de s'arranger, mais je pense que ce n'est qu'une bombe à retardement qui est en train de se faire. C'est un leurre. Ça, c'est mon point de vue. C'est pas une question, enfin. C'est pas grave, mais je vais lui répondre. Je vais lui répondre quand même parce que les amis qui ont entendu, ils pensent à ça. Pour moi, la guerre n'a pas encore commencé. Pourquoi Trump a décidé, avant d'arriver au pouvoir, de faire ce qu'il a fait? Avec lui, derrière lui, l'État profond anglo-saxon, parce que Trump a dit il faut absolument éjecter l'Iran et la Russie de la Syrie. Parce que quand je prendrai le pouvoir dans quelques semaines, je vais pouvoir négocier avec la Russie pour l'Ukraine et avec l'Iran pour le central nucléaire. Donc s'ils sont installés en Syrie, la discussion avec eux, ça sera difficile parce qu'ils sont au cœur du monde. Et je le dis comme Chateaubriand, quand on contrôle la Palestine et la Syrie, on contrôle le monde. Donc Trump, avec l'État profond, ils ont aidé Poutine à sauver la face, qui n'arrive pas à avancer dans la guerre en Ukraine, en vendant l'Europe, et zigouiller l'Iran en avançant la Turquie. Aujourd'hui, est-ce que Trump il va réussir à négocier avec Poutine? Parce que Poutine il est en train de dire ah, moi je ne suis pas d'accord avec Trump. Vous voyez? J'ai avant-hier soir un ami russe très proche du pouvoir, et il m'a dit nous on a roulé Trump dans la farine pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut, mais on ne va pas être d'accord avec lui. Donc, actuellement, ils sont tous en train de jouer. C'est pour ça, quand tu dis Trump n'est pas bête, mais tout à l'heure, je dis à une amie là, qui a dit à peu près la même chose que toi, je lui dis, mais quand on est un chef d'État, le plus grand État du monde, on n'a pas à jouer justement au chef. Il faut avoir la fierté et l'honneur de dire les choses en face telles qu'elles sont, pour demain, ils vont 1 an et 10 ans après. Un chef d'État, ce n'est pas un joueur d'échecs ou un comédien. Vous voyez? Donc pour moi, cette guerre n'est pas commencée. Ce qui s'est passé en Syrie il y a 3 jours, ça a réveillé l'Iran. L'Iran qui a été chassé, l'Iran a dit ah, je veux revenir. Maintenant, ils vont trouver, je suis sûr qu'ils vont trouver facilement 200, 300 000 anciens soldats syriens qui vont se porter volontaires pour toucher de l'argent et des armes, pour se venger pour leur famille alaouite dans le nord-ouest de la Syrie. Et donc la guerre civile va continuer. Donc ni Netanyahou ni Trump, ils vont gagner. Et regardez,
Je vous donne un 3 secondes parce que Nicolas est mort. 3 secondes. Parce que là, on a déjà pris une demi-heure en retard. Il ne faut jamais mettre Adnan Hassan en premier. Jamais. C'est une erreur de débutant que j'ai fait. Netanyahou, qu'est-ce qu'il a dit le 7 octobre? Je vais écraser Hamas, je vais récupérer les otages. Et je vais refaire le camp d'Israël. Il n'a pas écrasé Hamas, il n'a pas récupéré les otages, et il est toujours menacé d'être jugé et mis en tôle, Inch'Allah, si Dieu le veut. Voilà. Merci Adnan. On pourrait l'écouter encore 2 heures. Sans problème. Tu as des livres avec? Ou le libraire a des livres? Impeccable. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Adnan. Et Adnan, vous lui téléphonez, le lendemain il est là. Il se déplace partout. C'est vraiment quelqu'un de magnifique, merveilleux. Parce que toi, tu es magnifique. Ah, merci.